Alors bonjour à tous. Ils ne sont pas nombreux, les organisateurs de tournois à normes de maître ou de grand maître, c'est-à-dire des tournois où on peut obtenir ces fameux titres tant convoités de maître international ou de grand maître. Et Joël Gauthier fait partie de ces organisateurs. Joël Gauthier, c'est pas un inconnu sur la chaîne. J'ai déjà fait une vidéo en sa compagnie où il nous montrait une de ses plus belles parties. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et là, aujourd'hui, on va regarder une partie qui vient de se jouer, une partie courte, mais très intéressante, qui vient de se jouer dans son tournoi, dans le tournoi qu'il a organisé. Et dans ce tournoi, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a Joachim Mohamed qui participe. Alors la partie que je vous montre a opposé le premier contre le deuxième de ce tournoi. Donc Yevgeny Rochka Allez-Blanc, c'est un maître international ukrainien, et il joue contre Anatole Vlachos. L'Ukrainien commence par le pion D. L'ouverture du pion dame, il joue D4. D5 la symétrie, C4 le fameux gambit dame, et Anatole Vlachos accepte. Il est courant de jouer C6 ou E6 pour solidifier le pion D5. Comme ça, en cas de prise, on reprend d'un pion. Mais ici, Anatole Vlachos choisit de faire la ligne qu'on appelle le gambit dame accepté, c'est-à-dire qu'il accepte de prendre le pion C4. Donc le pion D5 est détourné du centre. Alors l'idée des noirs, dans cette ligne-là, c'est d'accepter que les blancs finissent par récupérer le pion C4, donc ils s'accrochent rarement à la défense du pion C4, les noirs. Mais le temps que les blancs vont mettre à récupérer le pion C4, eh bien les noirs vont mettre à profit ce temps pour préparer la contre-attaque sur le centre blanc, notamment par les poussées E5 ou C5 pour détruire le pion D. On va voir tout cela. Donc ici, le maître ukrainien joue E3, il crée cette chaîne de pions, il libère le fou F1 pour que ça récupère le pion C4, même si c'est vrai que ça enferme le fou C1. Cavalier F6 est joué, fou prend C4, E6, cavalier F3, A6. Alors, on va parler des coups A6 et E6. Les noirs ont joué E6, même si ça enfermait le fou C8, pour libérer le fou F8. Et le fou F8 pourra appuyer la poussée C5, pour aller taper le centre blanc, pour aller cogner à la porte du centre blanc. Quant au coup A6, il peut permettre, tôt ou tard, la poussée du pion B7 en B5. Repousser le fou et surtout octroyer au fou C8, qui n'avait pas le développement naturel sur sa diagonale à cause du pion 6, pour lui permettre d'avoir la case B7. Et en fait, le fou en B7 sera placé sur une très belle diagonale, la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. Donc, l'idée des noirs, c'est tôt ou tard jouer B5, repousser le fou, mettre le fou en B7, et que le pion C7 vienne en C5 pour taper le centre blanc. Alors ici, les blancs, ils roquent. Ils ont un avantage de développement quand même, les blancs. Ils ont deux pièces légères sorties contre une, et ils ont déjà roqué. Alors les noirs jouent C5, questionne le centre blanc. Le maître ukrainien garde la pose et il joue A4 pour lutter contre la poussée B5. Cavalier C6 renforce la pression sur le centre blanc. Alors 3 attaques sur le pion D4, 3 défenses, ça tient la route et donc les blancs se développent, cavalier C3. Et là les noirs prennent, ils prennent en D4, prise en D4, reprise en D4. Alors la reprise du pion en D4 permet de libérer le fou C1. Mais il y a quand même une transformation structurelle. Le décor a changé. Parce que si on regarde la structure de pion, elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a deux colonnes semi-ouvertes. Vous savez, les colonnes semi-ouvertes, c'est des colonnes où il n'y a qu'un seul pion. Il y a une colonne semi-verte E en faveur des blancs. C'est là qu'ils engrangent de l'espace. Il y a une colonne semi-verte D en faveur des noirs. La colonne semi-verte E en faveur des blancs, elle est plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 cases d'un pan frontal contre 2 cases d'un pan arrière. Alors que la colonne semi-verte D des noirs, il y a 4 cases d'empan frontal contre 3 cases d'empan arrière. Donc la colonne semi-verte E engrange plus d'espace. Bah oui, c'est la confrontation du pion D4 contre le pion E6. Et l'espace engrangé sur la colonne E, qui est une colonne voisine du futur petit roc, de là où le roi va se diriger, eh bien, lorsqu'on dispose d'un tel avantage d'espace, ça peut permettre de légitimer des attaques contre le roi. Parce que si on a plus d'espace, on a plus de pièces qui peuvent converger ou viser le roc adverse. Donc, généralement, quand on dispose d'un pion isolé central D4 contre E6, on a plus d'espace. Et donc, ça peut conduire à des attaques sur le roi. D'un autre côté, le pion D4 est isolé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pion pour le protéger sur les colonnes voisines. Alors que le pion E6, lui, est protégé par le pion F7. Et le pion D4, lui, ne l'est pas. Ça veut dire que le pion D4 doit nécessairement être protégé par des pièces. C'est ce qui se passe ici. Cavalier et dame attaquent, cavalier et dame défendent.
Donc les noirs ici qui ont un retard de développement, ils sont moins bien développés, ils jouent fou E7 pour préparer le petit roc. La tour vient en E1, sur la colonne semi-ouverte, petit roc. Le fou se développe en G5, on voit que les blancs développent facilement leurs pièces, et assez agressivement d'ailleurs. Et là les noirs jouent cavalier B4. Pourquoi cavalier B4 alors que le cavalier C6 était à l'attaque du pion isolé, même si on ne pouvait pas le gagner? Au moins ça mettait une pression. Eh bien lorsque le cavalier vient en B4, ça permet de contrôler 4 fois la case D5. Pourquoi la case D5? Parce que c'est la case de blocage du pion D4, pour éviter que ce pion isolé puisse à un moment donné avancer et percuter le camp noir. Donc les noirs s'assurent du blocage du pion D4, en assurant un contrôle ferme de la case D5. Peut-être même que le cavalier finira par rejoindre la case D5. En même temps, l'absence du cavalier en C6 fait que le fou peut aussi venir en D7 et en C6 se placer sur la grande diagonale blanche, viser le cavalier F3 qui est protecteur du pion D4 et contrôler, participer au blocage du contrôle de la case D5 et au blocage du pion isolé D4. Mais ce départ du cavalier en C6, ça a donc amoindri la pression sur le pion D4. Et donc le cavalier F3 n'a pas nécessité à défendre le pion D4. Donc il part en E5, il part sur l'avant-poste, sur la case la plus haute de la colonne semi-ouverte, là où il s'approche du roc adverse. Ça ne va pas être anodin. Les noirs jouent fou D7. Ils n'ont pas peur de cavalier prend, hein. Les noirs peuvent reprendre facilement, et le cavalier 5 est tellement bien placé qu'il reste là. La dame vient en B3, le fou vient en C6. Et là, quel serait votre coup? C'est un moment critique, très critique dans la partie. La partie va basculer ici. Quel serait votre coup? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion. Et après, on discute ensemble. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, le maître ukrainien, il va jouer un coup destructeur. Il va faire cavalier prend pion F7. Il touche directement aux parois défensives du petit roc noir, du roi noir, la couverture de pion du roi noir, aux fondations finalement de la défense du roi noir. Cavalier prend F7. Alors qu'est-ce que vont faire les noirs? Ils ne peuvent pas accepter de perdre le pion comme ça pour rien, surtout que le cavalier maintenant attaque la dame, et l'absence du pion F7 fragilise maintenant E6. Avec ce vis-à-vis dame fou qui attaque E6 et qui est dans le prolongement du roi, et la tour également qui attaque sur la colonne E. Alors, les noirs vont reprendre du roi. S'ils avaient repris de la tour, le fou peut prendre ce pion, donc les blancs sacrifient un cavalier mais contre 2 pions, et en plus la tour est doublement attaquée et clouée parce qu'il y a le roi derrière. Certes, le fou pourrait revenir défendre, on pourrait s'emparer de la tour, mais on n'est même pas obligé de s'en emparer immédiatement. On peut même jouer tour à D1 avec la tour qui protège le pion, et prendre la tour plus tard, elle est clouée, elle ne peut pas bouger. Et si le roi vient en H8 pour déclouer la tour, bah, elle sera plus assez protégée. Et si le roi vient en F8, bah, de toute façon, elle ne peut pas bouger, donc même si elle est déclouée, elle n'a pas de case. Donc, après, cavalier prend F7, si c'est la tour qui prend, on prend en E6, et la tour F7 est condamnée. Alors, c'est le roi qui a repris dans la partie. Mais, vous l'avez compris, il faut prendre E6 échec. Roi G6, donc, le maître ukrainien a sacrifié son cavalier contre 2 pions. Normalement, c'est insuffisant, mais là, il faut comprendre que le roi noir est en insécurité. Il n'a plus d'abri sûr, et il ne peut pas rentrer facilement chez lui. Peut-être il va essayer en jouant H6, en essayant de rentrer en H7. Mais là, regardez. Dame D1 a été jouée. Le roi est en G6 et il attaque le fou. Et le maître ukrainien, en jouant Dame D1, il dit, bah, vas-y, prends-le, le fou. Mais Anatole ne va pas le prendre, le fou. Anatole va jouer fou D6. On va essayer de comprendre. Si Anatole prend le fou, alors, tour E5 échec, ça permet à la tour de tout de suite venir au combat. Et là, le roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Si il vient en F4, il va y avoir G3, pion G3. C'est le pion qui va venir mater. Hein. Regardez, roi F4, pion G3, c'est mat. Si le roi vient en H4, bah, pion G3, et ça mate aussi, en fin de compte. Dans les deux cas, ça mate. Bon, mais ça, on comprend que le roi, il ne veut pas se faire aspirer, il ne veut pas venir vers le camp blanc. Donc, il va chercher plutôt le roi à rentrer en G6 ou en H6. Si le roi vient en H6, la dame peut faire un petit pas de côté en C1, et ça va faire le mat. Si le pion vient en G5, la dame prendra, et si le roi vient en G6, bah, la dame viendra en G5, sous protection de la tour, c'est mat. Donc finalement, après tour E5, le seul coup pour les noirs, ça serait de venir en G6. Mais si le roi était venu en H6, on avait parlé du petit pas de côté, et dame C1, mais là, on va faire dame B1, on va faire un grand pas de côté.
Dame B1 échec. Bah, je ne sais pas ce que peuvent faire les noirs ici. Si les noirs commencent à mettre une pièce en E4, par exemple cavalier E4, on peut jouer D5 pour intercepter la défense du fou sur le cavalier, et ensuite prendre le cavalier. Et si le roi noir vient en H6, on connaît. On joue dame C1, puis après dame G5 mat. Donc, vous voyez, après ce retrait de la dame en B3, en D1, le maître ukrainien, il lui dit, bah vas-y, prends le fou. Parce que derrière, tu vas te prendre tour E5. Il a analysé, il a compris qu'il ne pouvait pas prendre le fou. Donc, il joue fou D6 pour que le fou contrôle la case E5 et que la tour ne puisse pas venir en E5. Mais là, le maître ukrainien a joué H4 pour protéger le fou. Et finalement, Anatole Vlachos abandonne. Parce que la menace dame B1 est trop forte en fait. Vous voyez, on menace dame B1 échec. Alors le roi, il n'a que la case H5 en réalité. Il y a peut-être plusieurs coups possibles, mais on peut s'intéresser à dame F5. Parce que dame F5, la dame s'approche au plus près du roi, et on menace fou prend cavalier avec la dame qui attaque le roi, vous voyez. Ou un retrait du fou qui permettra à la dame d'attaquer le roi. Mais si on fait fou prend cavalier, c'est coup double, parce que la dame attaque le roi et le fou attaquera la dame. On comprend bien qu'avec un tel roi, on ne peut pas sauver cette partie. Le roi est trop en insécurité. Avoir des pièces en plus, c'est bien, mais la base aux échecs, c'est de ne pas se faire mater quand même. Donc c'était intéressant cette partie, avec cette position, où le cavalier vient prendre le pion en F7, avec l'idée après de prendre en E6 et de jouer un jeu contre le roi noir. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette courte partie, assez dynamique, et puis vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, m'aider, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!